Je reviens aussi sur notre politique purement industrielle. C'est-à-dire qu'il y a deux péchés, effectivement. Le premier, c'est qu'on n'a pas anticipé, mais bien avant, le fait qu'un jour, on aurait peut-être besoin de remonter en puissance très vite. Mais est-ce que les Allemands l'avaient anticipé ? Qui l'avait anticipé en Europe ? Non, mais par exemple... Personne. Non, la faute est commune. Mais je donne un exemple. Par exemple, la Corée du Sud est un pays qui a anticipé ça. Donc ça demande un effort public. Mais la Corée du Sud est en guerre. Allez, attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en Corée du Sud, vous avez les industries, elles sont prêtes à doubler leur production très vite. Alors ça demande un investissement de l'État, public, qui aide, évidemment, c'est pas les entreprises qui vont le faire. Et le deuxième péché, c'est, je reviens à ce que disait Xavier, c'est que c'était dès 2022. Dès 2022, il fallait se dire qu'on était entré dans une crise, de toute façon, qui était longue, qui était profonde. En fait, c'est ça l'erreur. On n'a pas qu'il fallait analysé la crise comme... Les industriels disent, attendez, mais nous, on attendait des commandes, ou vous filez des commandes tout de suite, et ça y est, on investit dans le Mais il faut aussi comprendre qu'en Allemagne, ce grand développement aussi été tiré par les entreprises privées. Donc la seule que l'on cite toujours, qui est Rheinmetall, qui est aujourd'hui le plus grand producteur d'obus en Europe. Oui, on va en parler. Mais il faut quand même aussi savoir une chose, c'est que Rheinmetall, pour arriver dans son poste, s'est comporté un peu comme prédateur dans toute l'Europe, en rachetant des entreprises partout en Europe, en surfacturant ce qu'elle vendait aux Ukrainiens. Donc il faut aussi comprendre ça. C'est pas que les gouvernements qui décident. Vous voulez dire que Rheinmetall se comporte pas bien ? Mais regardez le journal Welt, le journal allemand Welt. Moi, je l'ai eu, cette information de la part d'Ukrainiens. Je suis allée vérifier dans les Ukrainiens sources. estiment qu'ils payent trop cher. Là, c'était en 2023, parce que des obus qu'ils achetaient aux Espagnols 6 mois avant, dans une entreprise espagnole qui a été rachetée par Rheinmetall, et bien tout d'un coup, c'était 20% plus cher. Donc, évidemment que toute cette production est nécessaire à l'Europe. Ceux qui s'intéressent peuvent aller regarder sur le site internet de Welt. Il y a toute une étude qui a été faite sur Rheinmetall. Ça date d'il y a à peu près 18 mois. Mais donc, ce n'est pas que les entreprises qui attendent bêtement que l'État leur donne des commandes. Les entreprises aussi, parfois, prennent des décisions, prennent les devants. Et c'est aussi ce qui s'est passé en Allemagne, dans le bon côté, dans le moins bon côté. Alors, à propos de Rheinmetall, justement, le Armin Paperger, qui dirige Rheinmetall, dit, en fin de compte, je le cite, « L'Allemagne peut être rapide. Notre pays assume ses responsabilités au sein d'une Europe qui doit plus que jamais prendre en charge sa propre sécurité. » Je dois dire que là, Rheinmetall a fait très fort. C'est-à-dire que Rheinmetall vient d'ouvrir la plus grande, Xavier Tettemann, la plus grande usine de munitions d'Europe. Ils l'ont ouverte mercredi. Et qui est un investissement qui est consécutif aux investissements massifs que nous n'avons pas fait en 2022. Mais expliquez-moi comment Rheinmetall pouvait s'être davantage mieux préparé que nous. Ah, mais parce qu'ils ont eu des commandes publiques. Alors, quand vous avez une certitude de l'État allemand... C'est ça qui nous manque. L'État n'a pas insufflé cela. Mais pas que l'Allemagne a sorti le chèque dès 2022. Et je t'achète, je ne sais pas quel chiffre, 5 millions d'obus, toute ta production jusqu'en 2035. Très bien. Rheinmetall va à la banque, peut emprunter et peut le faire. Et juste rajouter un petit élément sur la dissonance cognitive, parce que là, on a eu quand même sur le plateau des gens qui nous disaient que la population n'était pas forcément prête à investir dans la défense parce qu'on doit faire des sacrifices à côté. Les sondages d'opinion nous disent le contraire. Je reprends le sondage Odoxa, 13 juillet 2025. 72% des Français estiment qu'il faut augmenter les dépenses militaires pour permettre le réarmement du pays. Donc c'est totalement plat. De l'extrême droite à quasiment l'extrême gauche, vous avez tout le monde qui est favorable pour augmenter les dépenses de dépenses, même s'il faut faire des efforts dans les autres domaines. Et ça, il faut vraiment 73%, Odoxa, 13 juillet 2025. Oui. Alexandre Melnik, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Merci. Bonsoir. Alexandre. Vous êtes professeur de géopolitique à l'ICN Business School et vous êtes bien sûr ancien diplomate russe. Est-ce que cette différence de rythme entre l'Allemagne et la France vous a marqué, vous choque autant que nous autres sur le plateau? En tout cas, ça ne m'a pas étonné. Tout simplement parce que les rapidités décisionnelles, c'est pas forcément la qualité première de la France. Ah bon? Oui, qui est souvent entravée par des pesanteurs, par des lourdeurs étatiques et bureaucratiques. Ça, c'est le premier point. Ensuite, comme disait Samantha, le tissu entrepreneurial en Allemagne est beaucoup plus vivant. C'est-à-dire, ça permet à ces entreprises de réagir de façon plus flexible,
plus rapide par rapport à la situation qui évolue, qui change. Et après, il ne faut pas oublier que l'Allemagne, pour des raisons historiques évidentes, est beaucoup plus sensibilisée à la menace russe que la France. Donc c'est d'où vient cette différence de rythme, de changement de paradigme mental et de conscience. Parce que je disais toujours que le réveil des consciences en France a été tardif. Et au lieu d'anticiper les choses, on était souvent dans la procrastination, c'est-à-dire dans la réaction, alors qu'aujourd'hui, ceux qui gagnent, c'est ceux qui, justement, dans la proactivité. Alors justement, Emmanuel Kiva, qui était tout à l'heure sur LCI, a dit autre chose. On parlait de la poudre tout à l'heure, à quel point c'est important de produire de la poudre. Voici ce qu'il a dit à ce propos. Ou même relocaliser un certain nombre de choses. C'est le cas par exemple de la poudre. On avait un problème puisque la France a arrêté de produire de la poudre en 2010. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une tension sur le marché. Notamment. Et donc à Bergerac, on a recréé en un an, avec un financement à la fois de la région, mais un financement du ministère des Armées, la capacité à reproduire ces poudres avec une usine qui est sortie de terre et qui est robotisée, que nous sommes allés visiter avec le ministre Sébastien Lecornu il y a quelques mois, qui est aujourd'hui opérationnelle et qui a mis moins d'un an à être construite. Est-ce que, colonel Goya, Emmanuel Kiva a raison de citer cette relocalisation à Bergerac d'une usine de poudre? Parce que finalement, le problème, c'est qu'il faut, si je comprends bien, produire, pour ce qui concerne la poudre, de la très grande quantité. Oui, bien sûr, c'est indissociable de la quantité de munitions, mais il faut bien comprendre qu'on était dans une situation où on faisait de la production en flux tendu. Les entreprises faisaient de la production en flux tendu afin d'assurer les exportations, d'une part, et d'assurer, pour les forces françaises, d'assurer une capacité de faire des missions, des opérations qui étaient des opérations limitées à petit volume. Et on travaillait en flux tendu, et pour ça, pour réduire les coûts, on faisait comme toutes les entreprises, on a délocalisé un certain nombre de choses, sans parler même des réglementations, de l'écologie, enfin qui faisaient que on pouvait plus produire certaines choses sur le territoire. Ah, les écologistes non, mais il y a empêché, c'est ce que vous êtes en train de dire? Bien sûr, mais il y a des réglementations extrêmement strictes. Donc maintenant, on est obligé de respecter ces réglementations, et ça ralentit éventuellement les choses. C'est que du coup, il y a beaucoup de travail, hein. Oui, non, mais les industries françaises importent en réalité, se fournissent à l'extérieur, ce qui nous rend d'ailleurs vulnérables, évidemment. On est dépendant de qui au niveau de nos armements? Alors, pas de grand monde. Hein. Ça dépend. C'est-à-dire qu'effectivement, la particularité des Françaises, c'est que dans pratiquement tous les domaines, on a des champions. On a des champions industriels, on a un tissu qui nous permet d'être relativement autonomes. Mais c'est chacun de ces champions industriels est obligé aussi de faire appel à des importations. Il n'y a pas un produit, un matériel, ce qu'on appelle un matériel majeur, qui est produit à 100% en Made in France. En revanche, voilà, je crois qu'Emmanuel Kiva en parlait, de tout ce qui est, par exemple, la poudre, mais aussi les composants électroniques. Alors les catapultes, pardon d'être dans le détail, mais il paraît que les catapultes, elles sont américaines. Hein. Oui, mais on est très dépendants, et là, ça gêne personne. Même Emmanuel Kiva dit qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, ce qui, au passage, peut nous rendre effectivement vulnérables. Je rappelle qu'en 2003, lorsqu'on était en tension avec les États-Unis, les Américains ont dit le liquide hydraulique pour vos porte-avions, vous allez attendre un petit peu. Et donc, on se trouve dans une situation où on ne pouvait plus. Dis donc. On aurait pu, c'était limite, mais bientôt ne plus pouvoir utiliser nos porte-avions. Maintenant, le problème des catapultes, pour l'évoquer, c'est que c'est en réalité. On a un porte-avions, donc c'est un micro-marché pour nous. Donc on pourrait le faire techniquement, mais ça reviendrait extrêmement cher. Donc on préfère. C'est typiquement le cas de choses qu'on préfère importer parce que ce serait très compliqué de le faire nous-mêmes. D'accord. Alors pour revenir à l'Allemagne qui effectivement semble se préparer plus vite que nous à la menace russe, avant-hier, le chancelier allemand Friedrich Merz s'est rendu devant ses troupes de marine en mer Baltique au nord de l'Allemagne, où il a réaffirmé la réalité de la menace russe, justement, il l'a dit très clairement, et souligné que la Russie testait constamment les capacités de défense européennes. Et sur tous ces sujets, et notamment celui du nucléaire et de la défense commune, le chancelier allemand s'est entretenu
avec Darius Rochebin sur LCI. Aujourd'hui même, c'était à Toulon où se déroulait le 26e Conseil des ministres franco-allemands. On écoute ce premier extrait qui concerne le domaine du nucléaire. Sur le sol allemand, vous avez les bombes américaines, vous avez l'armement atomique américain. Est-ce que un jour, il est possible qu'il y ait des armes françaises nucléaires? Oui, je comprends très bien votre question. Nous voulons maintenir la bonne coopération au sein de l'OTAN avec les Américains. Et évidemment, le bouclier nucléaire en fait partie, comme vous le savez. Mais tout cela remonte à De Gaulle. Rappelez-vous, la France avait proposé à l'Allemagne et à d'autres pays de partager ce bouclier nucléaire. De Gaulle avait déjà fait cette offre. Le président Macron a fait la même chose, vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mon prédécesseur. Voilà comment je réagis. Je dis, oui, c'est imaginable, il faut en parler, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pas le genre de décision que l'on va prendre comme ça. Attendez. Vous dites, c'est imaginable qu'il y ait des bombes nucléaires françaises sur le sol de l'Allemagne. Je répète, nous avons eu une offre de la France de parler de notre participation au dispositif nucléaire. Commencez à en parler pour régler ces problèmes de fond. Je ne veux pas non plus exposer mon pays à une dépendance. Mais un pays comme la France, un pays comme l'Angleterre, sont des pays avec lesquels nous devons parler de la dissuasion nucléaire, au sens large du terme. Et donc, s'il y a une offre, je ne vais pas dire non. Si on décidait d'évaluer cette offre, nous en parlerions bien volontiers. Mais c'est très complexe. Et c'est un débat qui durerait pendant des années. Lucas Manget, elle est extrêmement intéressante, sa réponse, mais on constate tout de même que le chancelier allemand reste prudent. Il est vraiment prudent en ce qui concerne le nucléaire. Il est prudent et courageux à la fois. Il est prudent dans ses propos, mais les propos que tient le chancelier allemand sont des propos assez incroyables et très neufs. C'est-à-dire que Friedrich Merz est très novateur et courageux dans la manière d'aborder ce sujet et de répondre aux questions de Darius Rochebin, parce que c'est un tabou en Allemagne. Il ne faut pas oublier d'où ça vient. Depuis 1945, l'Allemagne est dans une dépendance américaine et dont les armées sont des armées pacifiques. C'est une armée pacifique qui ne peut pas être engagée sans mandat de l'ONU, sans mandat de l'OTAN et avec un vote à la majorité des 2/3 du Bundestag. Donc c'est quand même extrêmement particulier. Ce qu'il dit là, en faisant remonter à De Gaulle, qui proposait de protéger l'Allemagne, je ne crois pas de partager, mais de protéger à l'époque, c'est un pas vers une intégration allemande au sein de l'Union européenne, avec les Français dans l'Union européenne et les Britanniques. Et c'est donc sortir de cette dépendance américaine. Ce qu'il dit là est honnêtement... c'est un pas extrêmement courageux dans la politique allemande, qui est la conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et d'un changement de manière de penser, de paradigme des Allemands, parce qu'il ne faut pas oublier que les prédécesseurs de Friedrich Merz étaient des gens extrêmement proche de la Russie, pas forcément idéologiquement du tout, mais je veux dire, la Russie était un pays extrêmement important, y compris pour la gauche allemande, pour le SPD. Il y a son prédécesseur chancelier, Schröder, merci, le nom m'échappait tout d'un coup, et quand même a été président de conseil d'administration en Russie, de Gazprom. Oui. Donc ce que dit Merz là est honnêtement un pas très important qui est franchi dans la politique allemande et dans la politique allemande au sein de l'Europe. Oui, Samantha Bannon, mais on a quand même l'impression que les Allemands ont un petit peu peur que ça pourrait être interprété comme une trahison vis-à-vis des Américains. On a l'impression que c'est le dilemme aujourd'hui. Malgré, vous avez raison Lucas Manget, de souligner le courage des propos, il y a une espèce... Parce qu'il dit bien... Il dit qu'il ne veut pas que l'Allemagne devienne dépendante. Mais enfin, l'Allemagne est déjà dépendante des Américains. Là, il voulait dire qu'il ne veut pas qu'elle devienne dépendante de la France. Oui, alors on sent bien qu'il est en train de marcher une crête très fine pour justement ne pas fâcher les Américains.
Mais en même temps, il fait aussi référence aux Britanniques. Il faut se souvenir que quand Macron est allé au Royaume-Uni au début de l'été, les Britanniques et les Français ont conclu un accord, l'accord de Northwood, dans lequel ils évoquent, alors là aussi ça reste très flou, ça reste très vague, mais l'éventualité de partager leur dissuasion nucléaire à l'échelle européenne. Mais en aucun cas, ni quand la France parle de partager éventuellement son parapluie nucléaire, ni là, ce nouveau pas des Britanniques, en aucun cas, de coordonner, voilà. En aucun cas, on ne parle... C'est pas du partage, c'est de la coordination. Voilà, mais en aucun cas, on ne parle de partager quoi que ce soit dans la prise de décision d'utiliser l'arme nucléaire. Dans toutes les déclarations qui ont été faites par le président Macron et par les autres présidents auparavant, ça reste très très clair que c'est la France qui décide, et je sens que l'Allemagne aimerait peut-être faire bouger un petit peu les choses, mais c'est une crête très fine. Et pour moi, le défi le plus important pour Friedrich Merz, ce n'est pas les dilemmes internes, parce qu'il y a de toute façon, il y a déjà des armes nucléaires en Allemagne. Oui. Le plus grand problème pour lui, c'est sa relation avec la France et le Royaume-Uni d'un côté, et justement les Américains de l'autre. Alexandre Melnik. Ce qui, à mon avis, est extrêmement important dans les déclarations de Friedrich Merz, c'est qu'il fait preuve d'audace et d'innovation. Et ça, c'est vraiment vital dans ces situations. C'est-à-dire, il sort des clous. Il pense out of the box, comme on dit bien en français. Donc, et c'est très important dans cette situation, finalement, inédite, que l'avenir ne sera jamais à la répétition du passé. Il sort du passé. Et le passé, ô combien lourd pour l'Allemagne, vu évidemment ses liens avec la Russie, avec les États-Unis. Finalement, Friedrich Merz s'associe, à mon avis, pour la première fois, au concept qui était jusqu'ici considéré comme le concept français, c'est-à-dire Europe-puissance. Europe-puissance, mais sans couper complètement les liens avec les États-Unis. Et donc, et c'est ça justement la difficulté de la démarche de l'Allemagne. Finalement, c'est, pardon de vous couper, Alexandre, oui. C'est également le dilemme, le problème de l'Europe tout entière. Voilà, exactement, tout à fait. C'est le problème qui doit renaître avec les États-Unis. Un rapport des États-Unis. Au moment où les États-Unis coupent le lien transatlantique, c'est ce que j'appelle le matricide. Donc, c'est-à-dire matricide. Voilà, tuer sa mère. Oui. Finalement, parce que l'Europe, c'était la matrice originelle des États-Unis. Et donc, et avec Trump, tant qu'il est au pouvoir, ça ne va pas s'arranger. Ça ne marche pas, non. Ça ne va pas s'arranger. Donc, il faut apprendre à vivre, finalement, sans les États-Unis, surtout dans le domaine militaire, et surtout face à la guerre qui se déroule au cœur de l'Europe. Et assez loin, quand même, des États-Unis. Et ce qui est important, je termine là-dessus, c'est que le moteur franco-allemand qui patinait, piétinait pendant des années, etc., et qui était quand même à l'origine de la renaissance de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale sous forme de communauté européenne, Union européenne, etc., est en train de redémarrer aujourd'hui.